Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Nous sommes le vendredi 29 décembre 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au Grand Journal, pas Grand Journal seulement, mais à la dernière édition de la rubrique Le Point de Radio et Télévision Métropole. On est heureux de vous présenter cette dernière édition de la rubrique Le Point. Donc oui, on parlait de la dernière édition et du journal parce que la rubrique Le Point, c'est un prolongement du Grand Journal du matin de Radio Métropole. On va faire le bilan de l'année et sur le plan sociopolitique, pourquoi pas politique tout court, sur le plan diplomatique également, sur le plan économique, avec un homme. Il s'agit du docteur Jacques Nézy. Le docteur Jacques Nézy est spécialiste en sciences politiques, ou tout simplement docteur en sciences politiques. Il est membre associé au laboratoire caribéen des sciences sociales, professeur à l'université, consultant en relations internationales, auteur de plusieurs ouvrages, notamment l'affaire Petro-Caribé en Haïti, la corruption dans les pays du Sud, entre la politique et la science. C'est lui qui sera avec vous, avec nous aujourd'hui à la rubrique Le Point de Métropole. Comme nous l'avons dit, on fera le bilan sociopolitique, socio-sécuritaire de l'année 2023. Il est le personnage ou la personne tout indiquée pour en parler et vous vivez à l'étranger notamment, vous intervenez sur les médias internationaux, spécifiquement sur les dossiers d'Haïti. Professeur Jacques Nézy, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Heureux de vous avoir avec nous. Bonjour, Monsieur Desaugustes. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices et internautes de Radio Métropole. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'intervenir dans le point de Métropole. Quand vous parlez d'Haïti sur les médias internationaux, on a l'impression d'un étranger qui parle d'Haïti avec une connaissance certaine, mais après on découvre que c'est un Haïtien qui se laisse aller, qui parle de tout son cœur avec sa scientificité, mais aussi et surtout son expertise sur Haïti, n'est-ce pas? Oui, Haïti m'habite malgré la distance, et puis il faut le dire aussi, j'y viens de temps en temps voir les parents, puisque je suis originaire d'Haïti, notamment de Saint-Louis du Sud. Et également, je viens pour essayer de me familiariser avec la matière sur laquelle je travaille, une réalité complexe, difficile, insaisissable, qui échappe aux chercheurs le plus avertis. Donc, c'est une réalité assez coriace, la réalité haïtienne. Mais il faut bien le reconnaître que très souvent, c'est un chantier difficile à labourer et qui est retort à toutes les analyses, à toutes les théories haïtiennes elles-mêmes. C'est un laboratoire spécifique. Ce qui nous manque, ce sont souvent les ressources mobilisables par les différents laboratoires étrangers qui ne voient pas souvent l'intérêt de s'intéresser aux questions haïtiennes. Et comme ça a été souligné, je crois, hier par l'un des chercheurs de la DIREP à l'Université d'État d'Haïti, eh bien, on voit le plus souvent la question haïtienne ne fait pas l'objet et de travaux scientifiques de haut niveau. Cela s'explique par, eh bien, par l'absence de ressources mobilisables au sein des différents laboratoires, mais aussi par l'absence aussi d'une politique interne à Haïti qui pourrait inscrire la question haïtienne au cœur même de la recherche à l'université haïtienne. C'est donc d'un côté le côté affectif et qui explique mon intérêt pour Haïti, mais aussi c'est un objet d'étude scientifique parce que c'est, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un champ d'étude spécifique à lui-même parce que ce qui d'ailleurs spécifie cette réalité qui échappe non seulement aux diplomates mais également aux chercheurs, c'est que Haïti a une anthropologie spécifique. Et cette anthropologie, le plus souvent, elle n'est pas considérée par les différentes politiques mises en place, notamment les différentes politiques mimétiques qui sont appliquées en Haïti. On voit bien, par exemple, si on prend le cas de 1994, 1994 a donné lieu à
l'implantation d'un certain nombre d'institutions dans le cadre de la politique de state building, de reconstruction de l'État. Mais, par exemple, la création de la police nationale, la réforme de la justice, par exemple, la création de l'autorité et la PENA, par exemple, également l'Office de protection du citoyen, la réforme constitutionnelle où l'on a séparé où l'on a fait en sorte que le président de la République ne dispose pas tous les pouvoirs et que ces pouvoirs sont partagés avec le Premier ministre, eh bien, on voit bien au cœur de la mise en place de ces institutions, l'anthropologie haïtienne n'est pas prise en compte, c'est-à-dire ce qui est spécifique, parce que c'est un pays spécifique par son histoire, par son récit, et le silence aussi qui se fait autour de ce récit national qui est glorieux, mémorable, mais très souvent qui n'est pas pris en compte dans la construction des différentes politiques institutionnelles. Docteur Jacques Nézy, je vais vous poser cette question comme un patient le ferait à son médecin ou tout simplement donc, un étudiant à son professeur. Dans vos lunettes de docteur en sciences politiques, quand vous parlez d'Haïti, quand vous regardez Haïti, où est-ce que vous situez le pays grâce à vos théories en sciences politiques? Où se situe Haïti? Eh bien, je le situe dans un pays qui a essayé de porter l'universalisme au plus haut niveau. L'universalisme par les valeurs que son histoire incarne, les valeurs de liberté, d'égalité, d'indépendance. Et ce mot d'indépendance, il est au cœur même, ce qu'on peut dire, de toute théorie qu'on pourrait développer, toute théorie politique qu'on pourrait développer au cœur d'Haïti. D'ailleurs, c'est ce concept indépendance qui, aujourd'hui, justifie toute la difficulté haïtienne à se faire comprendre, toute la difficulté haïtienne de construire son émancipation politique. Parce que le projet d'indépendance qui s'accompagne aussi de la question hégémonique, eh bien, la question d'indépendance, elle est mal vue par les grands du continent. Parce qu'il faut le rappeler, au XIXe siècle, on pourrait dire ont émergé deux grandes nations. Il y a donc cette nation qui a pu se débarrasser de l'esclavage, la nation haïtienne, et puis de l'autre, un mastodonte, un géant, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont vu mal, voient encore mal, l'affirmation d'un jeune État qui était et qui attachait à des valeurs importantes, des valeurs auxquelles d'ailleurs n'adhéraient pas dans toute leur intégralité les États-Unis d'Amérique. Par exemple, quand on prend les valeurs d'égalité, de liberté, quand Haïti a donc mis fin à l'esclavage en étant victorieuse des troupes de Napoléon, il y avait encore l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Et on voit bien aussi la conquête spatiale, la conquête territoriale que vont conduire les États-Unis d'Amérique. Et cette conquête, elle va se faire au détriment d'Haïti, mais elle va se faire grâce à Haïti également. Parce que l'échec de Napoléon qui s'inscrivait dans un projet global d'affirmation de l'Empire français, c'était un projet de grand empire porté par Napoléon, et ce projet a échoué par l'échec de Napoléon en Haïti en novembre 1803. Alors cet échec va donc du pain béni pour les États-Unis d'Amérique qui vont donc faire pression sur la France de ne plus reconsidérer le projet de reconquête de l'empire colonial en essayant de faire en sorte que la France renonce à son projet d'expansion et finalement à vendre la Louisiane, parce qu'il faut le rappeler, la Louisiane, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et donc, ça va donc permettre aux États-Unis d'Amérique d'affirmer davantage
et leur hégémonie. Et cette hégémonie, Haïti va porter une sorte d'ombrage, va faire ombrage aux États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique vont tout faire pour essayer d'étouffer dans l'œuf ce projet d'indépendance haïtienne. Et En on bas peut mot, dire aussi professeur Jacques Nézy, vous êtes en train de nous dire de manière scientifique et académique ce que le commun des mortels sait le dire à travers les rues. C'est blanc qui parlent nous faire ci, c'est blanc qui parlent nous faire ça. Étonnamment, à vous entendre le dire, donc ça pourrait attirer beaucoup plus d'attention en décrivant la situation sur le plan historique que l'international serait donc spécifiquement responsable du mal haïtien. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer là. Mais attention, il faut mettre un bémol. Il n'y a pas que l'international. L'international a son projet. On avait dit, notamment à travers les États-Unis d'Amérique, son projet d'expansion, d'affirmation hégémonique. Mais il y a aussi une part de responsabilité des élites haïtiennes. Les élites haïtiennes, on peut l'observer aussi, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que toutes les élites haïtiennes ont eu le même comportement depuis l'histoire. Il y a eu des élites modernisatrices, progressistes, avant-gardistes, mais d'autres que je pourrais considérer comme étant des élites délinquantes, comme étant des élites toxiques, c'est-à-dire qui n'ont pas pu prendre leurs responsabilités et d'engager des réformes nécessaires, qui n'ont pas pu prendre leurs responsabilités de moderniser ce pays. Et là, on ne peut pas, à ce moment-là, et dire que c'est l'international qui serait responsable de tout ce gâchis. Il y a une grande responsabilité des élites locales qui refusent de prendre en charge ce pays, le destin de ce pays. Et ces élites en général remettent les mains et poings liés à l'international. Alors, on dirait qu'il y a une sorte de paresse quelque part et aussi une sorte de connivence, puisqu'on peut dire qu'il y a à ce moment-là une sorte de relation d'État-patron à l'État-client, c'est-à-dire que l'international serait le patron et le client serait donc ces élites locales. Ces élites locales vont entretenir des relations de connivence, c'est-à-dire les élites locales, ce qui les intéresse, c'est la prise du pouvoir, c'est la captation du pouvoir. Et également, puisqu'on sait très bien en Haïti, le pouvoir s'accompagne aussi de l'accès aux richesses nationales, s'accompagne aussi de l'accumulation des richesses et s'accompagne de la prédation de ces ressources locales En et ce en sens, toute tout simplement, impunité. professeur Jacques Donc, Mézy, et donc à vous entendre l'expliquer encore, je crois comprendre le même format, c'est l'international. Pourquoi vous prenez l'exemple ou bien le mot composé patron-client. Donc là où je travaille, c'est mon patron qui me dirige. C'est vrai, j'ai une personnalité, une responsabilité personnelle en ce sens, mais vous savez, je suis la ligne directive que place le patron. eh bien, j'utilise ce paradigme patron-client parce que ces élites ne se sont pas comportées comme étant autonomes, responsables. Elles veulent, on dirait qu'elles tirent avantage de la reproduction de l'ordre colonial. C'est-à-dire que, et elles se sont débarrassées, certes, des chaînes, mais l'imaginaire reste imprégné par cette dépendance aux colons. Et elles reproduisent, ces élites locales, ce schéma ce schéma de dépendance parce qu'elles tirent leur profit. Elles tirent leur profit non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan symbolique, en ayant accès au pouvoir. Alors, mais tout n'a pas été ainsi, parce qu'on peut dire, par exemple, de l'après-indépendance jusque vers 1875, il y a eu quand même des élites, et même au cœur de l'occupation américaine, d'autres aussi se sont battus pour s'approprier de ce qui reste comme indépendance. Et aujourd'hui encore, on peut essayer de comprendre la question haïtienne à travers cette grille de lecture qui est de mon point de vue ce combat pour l'émancipation politique, ce combat pour l'affirmation
pour l'affirmation de tout rejet à tout projet hégémonique. Parce que on voit bien, si vous me permettez, par exemple, en guise d'illustration, on voit bien depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, et que celles qui prennent le pouvoir, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le concept élite, mais on peut dire que ce sont celles qui ont cette capacité d'assumer les rênes du pouvoir. Eh bien, et ces élites ne se montrent pas à la hauteur de leurs responsabilités. Et sans anticiper sur des questions qui pourront faire l'objet de cet entretien, on voit bien, par exemple, la question sécuritaire, comment elle se dégrade de plus en plus et que les élites les dirigeantes n'ont pas à cœur de manifester de l'empathie aux souffrances de la population, aux souffrances de ces populations qui souffrent dans leur chair et leur quotidien de la violence exprimée par les gangs à Carrefourfeuille, à Mariani et dans les quartiers vers l'ouest de Port-au-Prince. On voit bien comment des familles entières sont obligées de fuir, comment l'économie locale elle est complètement mise à genoux et comment aussi les étudiants sont obligés de fuir et par rapport à cette tragédie, on ne voit aucun projet de la part de ces élites dirigeantes tentant de répondre à cette catastrophe humanitaire que vit aujourd'hui Haïti. Vous parlez des élites et ça nous inspire une nouvelle question, professeur Jacques Nézy. Et il y a des spécialistes qui reprochent aux élites haïtiennes, notamment à la classe politique, socio-économique, de n'avoir pas l'étoffe nécessaire, ce qu'on appelle en sciences politiques, sciences du langage, notamment analyse de discours, l'éthos préalable. Donc, les élites haïtiennes, notamment les acteurs sociopolitiques, socio-économiques, n'ont pas cet éthos préalable pour mener, pour prendre les rênes, que ce soit du pouvoir politique ou économique en Haïti. Qu'est-ce que vous répondez à cette assertion? Bon, j'ai envie de dire qu'il faudrait deux explications à cela. La première explication, c'est de s'intéresser aux origines des équipes qui prennent le pouvoir en Haïti. Et la deuxième explication, c'est l'autonomie de ces élites. Alors, si on s'intéresse à la première explication, les origines de ces élites qui prennent le pouvoir, si on tente de fixer notre point d'analyse, notre point d'ancrage à partir de 1986. 1986 est une date charnière dans la mesure où la liberté d'expression, également le niveau de participation politique en Haïti atteint un degré qui permet à chaque Haïtien d'aspirer à occuper une fonction politique. Mais le départ des Duvalier, on voit bien, a facilité l'émergence d'une classe politique, notamment ceux qui étaient en exil. Alors, certains ont pu accéder au pouvoir, mais d'autres, mis à part Leslie et François Maniga de regretter mémoire en exil, devenu président de la République, mais les autres présidents de la République post-Duvalier, ce sont ceux-là qui ont vécu en Haïti. Mais en parlant, par exemple, de René Préval, de Jean-Bertrand Aristide, de Michel Martelly, Jovenel Moïse. Mais si on s'intéresse à ces personnages-là qui ont pris le pouvoir, aucun d'entre eux n'était préparé à exercer cette fonction politique, cette fonction capitale de prendre en main le destin d'Haïti. On peut dire que ce sont des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir eh bien, par la force des choses, c'est-à-dire soit par chance, ou par concours de circonstances heureux pour eux, mais malheureux pour Haïti, parce qu'aucun d'entre eux n'était donc préparé à exercer la charge de la fonction. Donc, autrement dit, ils ont dirigé dans l'improvisation
et dans l'impréparation. Or, diriger un pays suppose une préparation, suppose aussi une connaissance du milieu, suppose aussi une connaissance des gens et aussi une capacité de cerner les problèmes et de proposer des solutions. Donc, on voit bien ce qui a d'ailleurs été privilégié dans ce cas, c'était l'exercice du pouvoir, mais en accordant une place importante, si vous voulez, à l'émotion. L'émotion, notamment dans les choix des dirigeants, quand on prend, et aussi il y a eu à côté de l'émotion, mais ce qui a privilégié, qui a caractérisé la participation politique, c'était donc le phénomène qui visait à exclure une catégorie de gens, c'est-à-dire à l'époque les Totomacoutes, tous ceux qui étaient proches du judaïsme. Donc cette catégorie donc, a pris le pouvoir dans des conditions d'improvisation, comme je l'ai souligné. Et puis deuxièmement, il faut aussi voir, étant donné que ce sont des catégories qui ont pris le pouvoir dans des conditions d'improvisation, mais et qui n'ont pas eu non plus les moyens de leur politique et par ailleurs qui n'ont pas pu exercer de façon autonome l'exercice, qui n'ont pas pu exercer le pouvoir de façon autonome en étant dépendants de l'extérieur. C'est-à-dire que certes, ils ont pris le pouvoir, mais ils n'arrivaient pas à garantir les conditions d'un environnement politique sain permettant aux investisseurs de mobiliser des ressources nécessaires destinées à la création des emplois, à faire en sorte qu'il y ait une assiette fiscale importante permettant à l'État de redistribuer aux populations les plus faibles, les plus vulnérables. Donc, on voit bien cet échec par-delà, au résumé, à la catégorie des gens qui ont pris le pouvoir, improvisé, et qui n'étaient pas préparés à cela, et deuxièmement, et qui ont été très dépendants de l'extérieur en termes de moyens et en termes d'accès aux ressources mobilisables pour la transformation d'Haïti. On pourrait appeler la première partie de l'émission hier un seul mot, et la seconde partie, on pourrait l'appeler aujourd'hui et demain. Donc c'est comme pour vous dire qu'on aime bien donc, cette histoire, ou bien ce rappel historique que vous avez fait au début de l'émission, ou bien à la première partie. Mais on va marquer la deuxième partie, ou la seconde partie de la rubrique Le Point, donc par l'actualité, donc les politiques et les économiques, les acteurs ou opérateurs économiques d'aujourd'hui qui sont autour de la table, mais qui n'arrivent pas jusqu'à présent donc, à délivrer la marchandise. Et pourtant, le pays s'enfonce un peu plus chaque jour dans le gouffre, dans le chaos. On va en parler après la pause. Docteur Jacques Nézy, nous vous rappelons que vous êtes docteur en sciences politiques, membre associé au laboratoire caribéen des sciences sociales, professeur à l'université, consultant en relations internationales. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous parler aujourd'hui dans cette situation face à ce climat sociopolitique délétère et chaotique que vit Haïti. C'est le temps de la pause. Madame, Monsieur, dans un instant, nous reviendrons pour la seconde tranche de la rubrique Le Point. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Votre invité, c'est le docteur Jacques Nézy, docteur en sciences politiques, spécialiste et consultant en relations internationales. Professeur Jacques Nézy, aujourd'hui, les missions se suivent et se ressemblent en Haïti, que ce soit les missions diplomatiques des États-Unis d'Amérique, et les missions de l'Organisation des États américains, les missions de la communauté donc, de la Caraïbe, les éminentes personnalités et des émissaires qui sont venus en Haïti et sont repartis bredouilles, n'ayant pas pu trouver un accord minimal pouvant aider à dégeler la crise sociopolitique actuelle. Quand vous entendez et regardez tout cela,
vous êtes spécialiste en sciences politiques et en relations internationales. Le problème serait où, selon vous? En Haïti uniquement, donc dans l'international aussi, peut-être. L'incapacité est où? Le manque de dépassement se trouve où? Quelle est votre compréhension? Mais je dirais deux choses. La première chose, c'est, on peut dire, sur la méthode de, de la communauté internationale. Quand je dis communauté internationale, vous voyez très bien qu'il s'agit d'abord des États-Unis d'Amérique. Alors, méthode d'approche qui, en général, privilégie le prisme américain, c'est-à-dire qu'il s'agit de protéger les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et au nom de la sauvegarde privilégiée des intérêts des États-Unis d'Amérique, et cette méthode, et cette approche banalise et les intérêts, les intérêts nationaux, les intérêts d'Haïti. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut dire qu'il y a une constante qui revient dans ces négociations, et c'est la constante, c'est d'imposer une solution extérieure aux acteurs locaux. Et non seulement aux acteurs locaux, mais à Haïti dans son ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rencontrent la communauté internationale, mais on peut dire que la grande majorité d'entre eux ne sont pas légitimes, puisqu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays depuis quelques années. Et puis ensuite, ce ne sont pas des autorités légitimes. Donc, il y a une forte partie de la population qui n'est pas intégrée à ce jeu de négociation. Et troisième élément, troisième volet, c'est que la communauté internationale banalise quelques efforts de certains acteurs locaux qui voudraient proposer une autre grille, une autre façon de faire. Par exemple, si on prend l'accord de Montana, on peut le reprocher, on peut dire que quelque part, il y a une tentative d'imposer le pouvoir d'une catégorie au détriment d'une autre. Mais ce qui était intéressant dans l'accord de Montana, on voit bien qu'il y avait tout au moins des efforts qui ont été faits en vue de donner une large place à ce qui correspond à l'intérêt national, c'est-à-dire une nouvelle constitution, une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle relation qui pourrait se développer avec les acteurs internationaux, et puis aussi une tentative de s'approprier la question hégémonique haïtienne qui est mise entre parenthèses depuis quelques années. Et puis, quatrième élément, c'est que les acteurs locaux, quelques-uns d'entre eux, s'arc-boutent toujours bien, à la défense de leurs intérêts mesquins, c'est-à-dire bien, la sauvegarde des intérêts matériels, financiers. Et puis, on voit bien, au nom de cette sauvegarde, il y a le développement de l'économie criminelle. Assez souvent, j'insiste sur ce concept d'économie criminelle qui explique beaucoup de choses dans l'évolution d'Haïti, c'est-à-dire il y a une criminalité sournoise qui se développe même au cœur même des logiques concurrentielles en économie, une économie criminelle où les agents se retrouvent dans les sphères publiques, privées, où il y a une sorte de maillage qui est tissé entre les gangs, entre les acteurs économiques, les acteurs politiques et les acteurs transnationaux. Alors, tous ces acteurs ont donc intérêt à pérenniser, à prolonger la crise haïtienne. Donc, pour répondre à votre question, de mon point de vue, il faudrait donc partir d'une nouvelle grille d'analyse de l'international qui pourrait donner place à cet ensemble que je viens d'exposer tout à l'heure et essayer de, de, de faire place d'ailleurs à la prise en compte de l'intérêt national. Ça ne veut pas dire qu'on est dans les relations internationales, ça ne veut pas dire que les puissances hégémoniques qui exercent leur domination sur Haïti vont renoncer effectivement à leur domination, mais tout au moins, ils pourraient essayer de comprendre les acteurs locaux et essayer de donner une large place à ce qui fait problème d'ailleurs.
Maintenant, Donc, professeur Jacques Nézy, également une large place aux solutions nationales. et je suis ces déclarations au premier degré et au premier plan comme journaliste. Presque tous les diplomates étrangers qui arrivent en Haïti et qui y sont encore le déclarent. Le problème est haïtien et la solution doit être haïtienne. En tout cas, c'est aux Haïtiens de résoudre le problème sociopolitique et socio-sécuritaire actuel. Et récemment, le diplomate Colin Granderson le disait à l'hôtel Montana quand il essayait de ramener autour de la table les acteurs sociopolitiques du pays. Il disait, les Haïtiens disent que la solution doit être haïtienne, non émissaire. Nous sommes venus pour faciliter cette solution. On n'est pas venu imposer, on est venu imposer rien à personne ici. On est venu tout simplement faciliter cette solution. On dirait que les acteurs haïtiens ne l'entendent pas de cette oreille. On a du mal à croire la sincérité de ces diplomates, puisqu'on sait très bien, en même temps qu'ils encouragent les acteurs locaux à se rencontrer, mais parallèlement, ils tirent les ficelles et ils essayent à chacun. Tout à l'heure, j'ai exposé le paradigme patron-client, c'est-à-dire il y a une clientélisation aussi de cette relation qui se fait, c'est-à-dire chaque acteur local essaie d'avoir aussi comme qu'on peut dire, ce qu'on dit en Haïti, sont blancs à l'extérieur. C'est-à-dire que chaque acteur local essaye d'avoir une solution ou bien propose une solution, mais en se demandant est-ce que cette solution, elle est validée par son patron international. Donc, sa déclaration, elle n'est pas franche dans la mesure où il manque de sincérité parce que ce sont eux en même temps qui tirent les ficelles et qui empêchent aux acteurs locaux de trouver une solution entre eux. Et il y a des acteurs locaux, d'où cette relation encore que j'exposais tout à l'heure, patron-client. Il y a aussi beaucoup d'acteurs locaux qui trouvent intérêt à pérenniser la crise parce que, eh bien, ils tirent leur épingle du jeu en essayant de pérenniser la domination extérieure, puisqu'il y a des acteurs extérieurs, ce sont eux qui mènent le jeu, il faut le dire, ce sont les Américains qui en même temps disent qu'ils encouragent une solution, mais ce sont en même temps les Américains qui empêchent toute solution qui serait teintée d'intérêt national, puisque les Américains veulent imposer une solution à eux. Par exemple, si on prend le cas de toute cette affaire de bicéphale, d'autorité bicéphale en Haïti, monocéphale, on sait très bien que la Constitution prévoit une vacance présidentielle, comment cette vacance devait être exercée. Certes, l'autorité en présence aujourd'hui, elle n'est pas légitime, mais bon, il y a d'autres expériences qui ont été faites dans l'histoire politique haïtienne durant les 30 dernières années. Par exemple, si on prend la solution qui a été envisagée et lors de la démission d'Era Abraham, lors de la démission de Prosper Avril, on a fait appel à une juge de la Cour de cassation, accompagnée par la suite de Conseil d'État. On a pu trouver des formules d'origine locale. Mais faut-il bien qu'on fasse confiance aux acteurs locaux? On ne peut pas toujours leur reprocher et de ne pas avoir ce dépassement dont vous parliez tout à l'heure, M. De Auguste, mais il y a quelques acteurs locaux, ce que j'ai envie de dire, des acteurs locaux résiduels, ou tout au moins ceux qui sont encore patriotes, qui veulent bien proposer une solution viable, mais cette solution, en général, dès qu'elle ne reçoit pas l'onction, dès qu'elle ne reçoit pas la validation des États-Unis d'Amérique, eh bien, cette solution, elle est complètement mise de côté, elle est vouée à l'échec. Donc, voilà tout le dilemme haïtien. Est-ce qu'en ce sens, en parlant de ce dilemme, vous êtes en train d'expliquer aussi cette déclaration de la chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qu'on ne sort pas d'une transition pour aller dans une nouvelle transition. Évidemment, chaque diplomate étranger accrédité en Haïti l'explique à sa façon, avec beaucoup plus de nuances, mais c'est la même chose, qu'il n'y aura pas un président au palais national avant les élections. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer à travers vos dires? Expliquer, c'est justifier aussi peut-être. Oui, là encore, c'est toute cette hypocrisie qui entoure le positionnement, la posture de chacun de ces acteurs qui
intervient en Haïti, mais on voit bien que ce sont eux en même temps qui empêchent tout dénouement favorable à l'intérêt national. Parce que si on prend le cas de la déclaration de ces diplomates, elle est très imprudente d'ailleurs de donner le là et d'indiquer voilà la solution. Or, on voit bien, et toute solution constitutionnelle aujourd'hui, elle n'est plus de mise, puisque on est en dehors de la Constitution, mais il faudrait faire confiance à un compromis local. Or, quand on voit bien la bonne foi de certains acteurs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient de la société civile, on peut faire confiance quand même. Il y a quelques citoyens haïtiens qui sont attachés quand même à la défense de l'intérêt national. Il y a quelques citoyens haïtiens qui restent patriotes. Et ceux-là, si on les met vraiment ensemble autour d'une table sans des préalables imposés par les États-Unis d'Amérique ou bien sans des préalables imposés par la chef de la mission de l'ONU, on est très certain qu'on arriverait à une solution d'origine locale. Maintenant, deux, trois petites questions avant de finir. Professeur Jacques Nézy, vous avez parlé tout à l'heure de l'économie criminelle. Comme journaliste, nous avons noté, vous avez dit que cette économie criminelle est maintenue et entretenue par des acteurs économiques et politiques, entre autres. Là, est-ce que vous êtes en train de justifier, mais aussi et surtout expliquer les sanctions de l'international, notamment du Canada, des États-Unis, et notamment les sanctions onusiennes qui sont attendues, qui doivent venir, ou je ne sais pas quand? Êtes-vous en train de l'expliquer ou de les expliquer, de les justifier aussi? Oui, alors deux choses en ce qui concerne les sanctions. Certes, j'ai évoqué l'économie criminelle parce que cette économie criminelle, c'est elle qui permet à un certain nombre de catégories de personnes, hein, et la liste, elle est bien longue, hein, ça va du principal chef de gang qui est lié à l'entrepreneur qui a pignon sur rue, à l'entrepreneur politique, à l'entrepreneur transnational, et puis tout ceci est conjugué à la faillite de l'État, puisque la faillite de l'État, elle est même entretenue par les acteurs de l'économie criminelle, parce qu'on voit bien cette économie, elle prend diverses formes, elle est caractérisée par la vente d'armes, le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains, également la mise hors jeu de toute règle de concurrence. Tout ceci permet le maintien de cette situation de crise. Alors, l'international sait très bien que les sanctions qui sont envisagées ne sont pas efficaces, parce qu'on sait très bien, elles sont très rares, les sanctions dans les relations internationales, en raison de leur inefficacité, parce que les sanctions ne sont jamais parvenues effectivement à renverser un pouvoir. Et autrement dit, les sanctions constituent en général, on peut dire, une sorte de situation de pis-aller. En général, on peut dire le moindre mal. Le moindre mal a une solution. On voit bien les sanctions comme ils sont envisagées contre la Russie, contre l'Iran, etc. Toutes ces sanctions contre et également la Syrie, toutes ces sanctions sont inefficaces. Elles ne sont jamais parvenues finalement à mettre à bas un régime. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ceux qui ont envisagé les sanctions contre les acteurs locaux savent très bien où se situe le problème. Le problème, il vient du trafic d'armes, et Haïti n'est pas fabricant d'armes, et ces armes viennent notamment des États-Unis d'Amérique. Autrement dit, il y a une sorte de laxisme de la part des États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut considérer aussi la vente d'armes, c'est la vente d'un produit comme un autre. Donc, faut-il bien que les fabricants d'armes trouvent un marché pour écouler leurs produits, et Haïti est donc ce marché juteux. Donc, l'international sait très bien que ces sanctions ne sont pas efficaces. De l'autre, que l'international sait aussi les principes. Il connaît bien les acteurs, puisqu'il y a quelques acteurs ici qui sont dans l'économie criminelle, ce sont des agents qui ont travaillé même avec les acteurs internationaux, ils les connaissent, et ils pourraient cibler les sanctions. Et puis de l'autre, et troisième considération, c'est que ces sanctions
sont injustes parce que on voit bien ces États qui envisagent ces sanctions, ce sont des États qui disent, ce sont des États qui se disent des États de droit, c'est-à-dire des États qui sont soumis au droit. Or, ils envisagent des sanctions contre des personnes qui ne peuvent pas et plus ou moins eh bien, avoir accès à un procès ou tout au moins avoir accès à leur dossier, puisqu'il y a des plaignants et il y a ceux qui sont épinglés par les sanctions qui disent que, eh bien, ils n'arrivent pas à avoir accès à leur dossier, savoir pourquoi ils sont sanctionnés. Et puis, quatrième élément, on voit bien la justice haïtienne. La justice haïtienne pourrait bien profiter de cette brèche ouverte par les sanctions et la justice haïtienne eh bien, elle est toujours dans son état indolent. Elle n'envisage aucune mise en accusation de ces personnes, aucune enquête. Autrement dit, ces sanctions, on peut dire quelque part de la poudre aux yeux, puisque rien n'empêche à ceux qui sont sur la liste des sanctions de revenir au pouvoir, parce que s'il y a des élections, certains d'entre eux sont capables d'être candidats, puisqu'il n'y a pas de décision de justice qui sont rendues contre ces personnes. Donc, ces sanctions sont inefficaces. Maintenant, et pour finir, est-ce que vous pensez que la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti peut apporter un regain d'espoir dans le cadre du rétablissement du climat sociopolitique, socio-sécuritaire, mais aussi et surtout socio-économique pour le pays, docteur Jacques Nézy? Oui, c'est une solution de moindre mal, cette intervention internationale, mais tout le monde sait qu'elle aura bien des limites et que ce ne sera pas la solution. La véritable solution, on le sait bien, ce serait bien de mobiliser des ressources nécessaires pour réformer la police, réformer l'armée. Et or, les acteurs internationaux, notamment les États-Unis, le Canada, le Congo, ne prennent pas ce chemin de construire des institutions nationales. Alors, c'est vrai qu'il faut le dire. Et il y a des efforts qui ont été faits antérieurement. Quand on prend le cas de la mobilisation des ressources engagées en 1994, en 2006, et que les Haïtiens eux-mêmes, ce sont eux qui ont participé à la démolition de ces institutions auxquelles ont participé les acteurs internationaux. On peut pas, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, il faut toujours faire la part des choses en disant que oui, il y a une responsabilité partagée entre les acteurs nationaux et les acteurs internationaux. Les Haïtiens, ce sont eux qui sont les premiers pour des raisons de conquête du pouvoir, de captation des ressources, parce qu'on sait très bien l'accès au pouvoir en Haïti est synonyme d'accumulation de richesses, de corruption et garanti par une impunité totale. Donc, les institutions ont été démolies par les Haïtiens eux-mêmes. Donc, autrement dit, aujourd'hui, il y a une sorte de lassitude. Cette lassitude, elle est également entretenue par les Haïtiens qui n'ont pas pu mettre à contribution les opportunités proposées par les acteurs internationaux. Et de l'autre, il y a un désengagement des acteurs internationaux une fois qu'ils ont remarqué que les élites locales elles-mêmes, c'est-à-dire les Haïtiens eux-mêmes qui ont été au pouvoir ou qui sont au pouvoir, ne manifestent aucun engouement, aucun patriotisme, aucun sentiment de reprendre en main le destin de leur pays. Donc, là, au résumé, il y aura certes une force multinationale, puisque chacun est en train de prier quand on voit bien comment la situation sécuritaire se dégrade en Haïti, le développement du kidnapping, également l'extension des gangs, Mariani, Carrefour, etc. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une force multinationale et qui pourrait limiter cette catastrophe. Mais on sait très bien que cette intervention sera bien limitée dans ses marges d'action et elle ne sera pas efficace. La politique, c'est la gestion de la cité. Et pour bien gérer la cité, les relations nationales et internationales sont extrêmement importantes et indispensables. Le docteur en sciences politiques que vous êtes est spécialiste en relations internationales. Quelle est, selon vous, la perspective pour 2024 et qu'est-ce qui devrait se faire pour redorer le blason sociopolitique, socio-économique du pays, mais aussi et surtout refaire l'image d'Haïti sur le plan national et surtout international?
Bon, hélas, il n'y a pas de génération spontanée, mais première chose, les perspectives de 2024 pourraient être moins tristes. Moins tristes s'il y a deux préalables. Premier préalable, s'il y a l'émergence de cette élite résiduelle, patriote, non corruptible et, et, et compétente, qui pourrait à ce moment-là se proposer pour assurer une transition. Première chose. Deuxièmement, si cette équipe résiduelle dont je parlais tout à l'heure n'arrive pas à se rendre disponible pour assurer la transition, elle aurait pu se jeter dans l'arène et se préparer pour de nouvelles élections. Ça, c'est une première perspective heureuse. Mais cette perspective, ce premier préalable ne pourrait être accompli que si, par exemple, les élites qui sont extérieures en Haïti, celles de la diaspora, arrivent à manifester leur participation en Haïti. Alors, troisième préalable, il faut que Haïti sache que, dans les relations internationales, il y a des règles à respecter et que les relations sont placées au sein du respect des codes, des valeurs. Or, Haïti, assez souvent, se met toujours en marge des normes, se met en marge des codes. Et il faut des codes, les codes politiques à respecter, les codes économiques. Donc, on espère qu'il y aura une appropriation de ces codes, de ces valeurs pour permettre à Haïti de sortir de son calvaire aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Jacques Nézy. Nous vous rappelons que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste et consultant en relations internationales. Vous intervenez dans les plus grands médias internationaux sur les sujets d'Haïti. Vous êtes membre associé au Laboratoire caribéen des sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'affaire Petro-Caribé, la corruption dans les pays du Sud, entre la politique et la science. Merci infiniment de votre disponibilité à Radio et Télémétropole. Nous croyons avoir dit, comme le disent les hommes de loi. Merci beaucoup, Monsieur Desaugustes. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année et mes meilleurs vœux à vous et aux auditeurs de Métropole. Merci et à vous aussi. Et ceci, c'est au nom de Radio et Télémétropole. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi la dernière rubrique, le point pour l'année 2023. Vraiment, la dernière. Et le combat continue. Et par ma voix, toute la station vous souhaite bon combat, tout simplement, et beaucoup d'espoir et d'espérance. L'espoir, dit-on, fait vivre. On sait que le pays fait face à de sérieuses difficultés, de tous ordres, s'il le faut, à tous les niveaux, sur les plans économiques, social, éducatif, politique et économique, surtout, nous le redisons, mais les institutions sont faites pour être menées, dirigées par des hommes de qualité, de valeur, des ressources bien rodées, bien cotées. Nous en avons besoin aujourd'hui encore une fois, et le professeur Jacques Nézy a parlé donc des ressources résiduelles, les gens bien cotés, aimant le pays aussi, capables de relever le défi. Le plus grand mal du pays aujourd'hui, c'est la restriction de la liberté de circuler, de vivre, même d'aimer, pourquoi pas, les amoureux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller se rencontrer, et c'est grave. Et cette liberté, quand vous la perdez, la liberté de circuler, il y a une liberté qu'il ne faut jamais perdre. C'est la liberté d'aimer. La liberté d'aimer, il ne faut jamais la perdre. S'aimer pour soi, mais pour l'autre, aimer l'autre, c'est important. Aime ton prochain comme toi-même, c'est un passage, c'est vrai, biblique. C'est une vérité éternelle aussi qui permet de vivre, de grandir, mais aussi et surtout de vivre ensemble et qui permet aussi au vivre ensemble de se fructifier et d'avoir toute sa raison d'être comme paradigme politique ou comme tout simplement expression politique et sociale. Bon combat à vous tous et à vous toutes. Bonne espérance pour l'année 2024. Espérons que le soleil se lèvera. À Métropole, la plus grande promesse que nous puissions vous formuler ou vous faire, c'est que puisque Métropole est un protocole,
nous vous promettons de garder ce protocole toujours dans le juste milieu, être toujours le média équilibriste que nous avons été et que nous sommes aujourd'hui depuis, il y a de cela, 52 ans. Nos voeux les meilleurs à vous tous et à vous toutes. Au revoir et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.